Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 138 de Shingeki no Kyoji, l'attaque des titans, l'avant-dernier chapitre, puisque le 9 avril sortira le chapitre 139 qui va clôturer l'intégralité de l'histoire de Shingeki no Kyoji, l'attaque des titans. Isayama va nous faire son grand final et va essayer de répondre à l'intégralité des questions qu'on s'est posées durant à peu près les 13 ans qu'aura duré ce manga. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo spécialement sur le chapitre 138 et notamment sur une question cruciale. Est-ce que les éléments qu'on a vus étaient un rêve ou étaient la réalité? On voit à peu près deux fins différentes concernant les éléments qui se passent dans ce chapitre 139. On voit d'une part les mots de tête de Mikasa qui amènent sur une histoire assez particulière où Mikasa et Eren ont directement fui le champ de bataille suite à une discussion qu'ils auraient eue au camp de réfugiés eldiens qu'on a vu chez Mar, où ils auraient fui tous les deux, et Eren nous fait un petit peu un état des lieux où Mar aurait probablement attaqué avec l'ensemble de la coalition l'île du paradis, et normalement, de ce qu'on entend ou de ce qu'on sous-entend, il n'y aurait eu aucun survivant lors de cette timeline, lors de ce rêve de Mikasa. On ne sait pas vraiment si c'est un rêve ou si c'est une réalité, mais en tout cas, dans les faits, dans ce qui se passe dans le chapitre 138, dans ce que nous, on considère comme une réalité, on voit que Mikasa tue directement Eren et que l'intégralité des membres du bataillon d'exploration sont morts. Et ces deux réalités nous amènent vers le même but, le but où Eren meurt. Dans les deux réalités qu'on voit dans la réalité et dans le rêve, Eren meurt. Dans les deux options possibles, Mikasa est donc vivante et elle tient Eren. Et dans les deux solutions possibles, l'intégralité des amis d'Eren sont morts. Or, on apprend dans un des anciens flashbacks qu'on vient de voir dans l'animé que le but principal d'Eren, que sa principale motivation est de sauver les membres de bataillon d'exploration et de sauver ses amis. Et on sait également que Eren, grâce au pouvoir du titan assaillant, est capable de voir dans le futur. Donc que ce soit dans le rêve de Mikasa ou que ce soit dans la réalité, l'objectif d'Eren reste le même, c'est de protéger ses amis. Et pour cela, il se sent obligé ou de fuir, puisqu'il incarnerait un certain danger, et donc il fuit avec Mikasa dans une timeline qui est interprétée par le rêve de Mikasa dans le chapitre 138, et dans l'autre réalité, dans la réalité qu'on voit dans le chapitre 138, il décide de déclencher le grand terrassement pour pouvoir protéger l'intégralité de ses amis, mais là encore, savoir, puisque le symbiote libère un gaz et tue, en tout cas transforme en titan, les derniers survivants du bataillon d'exploration que sont Jean et Connie. Donc on a à peu près deux réalités distinctes, mais qui ont néanmoins les mêmes conséquences avec deux parcours qui sont complètement différents. Et là, j'ai voulu un petit peu me pencher sur cette version d'Isayama pour vous décrire un petit peu les différences entre le destin et entre le déterminisme, qui sont deux procédés littéraires qui permettent un petit peu de faire évoluer un héros, notamment par exemple dans la tragédie où on peut voir un héros qui croit à son libre arbitre et qui va tenter pas mal de choses, pas mal d'actions pour s'extirper du destin un petit peu dicté par les dieux. Et généralement dans le dernier acte, à la fin de l'histoire, on se rend compte que malgré les péripéties du personnage pour échapper au destin qui lui est directement dicté par les dieux, celui-ci n'y arrive pas et la prophétie se met donc en route. On a exactement ce même exemple par exemple dans Oedipe Roi, où il a dès le début une prémonition d'un oracle qui lui explique qu'il va tuer son père et qu'il va coucher avec sa mère, et durant toute l'histoire, Oedipe Roi va essayer de contrer un petit peu ce destin, ce déterminisme qui tend au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès, et va essayer donc de jouer de son libre arbitre pour un petit peu contrer le destin. Et malheureusement, il va pas y arriver parce que quels que soient ses efforts, il va notamment retomber dans la destinée que va lui prédire l'oracle. Et on a à peu près la même chose avec Shingeki no Kyoji, avec le personnage d'Eren et Mikasa, c'est-à-dire que dans les deux choix qu'aurait pu faire Eren, c'est-à-dire se sauver directement avec Mikasa pour aller vivre en paix et pouvoir un petit peu sortir l'originel de la contrainte mondiale et de l'armement et des différends qu'il y a entre l'île du paradis et l'Empire Mar pour pouvoir vivre la paix, et dans le cas où il décide de déclencher le grand terrassement, dans le cas où il décide de céder à la guerre, de céder à la violence pour protéger les habitants de l'île du paradis, et ben quel que soit le choix qu'il fait, le résultat sera le même. L'intégralité de ses compagnons va directement mourir et lui aussi va mourir, et il va rester que Mikasa seul. Donc ce qu'a voulu nous expliquer un petit peu Isayama dans ce scénario, c'est quelles que soient les fins alternatives, finalement, quels que soient un petit peu les choix d'Eren, il reste enfermé dans le destin et dans le déterminisme qui lui est directement donné dès le début de l'aventure. Et je pense notamment à cette page 13 où on voit directement Mikasa
Mikasa dira plus tard à Eren et où Eren se réveille en pleurs et où il va recommencer une timeline, recommencer un aspect temporel, recommencer peut-être un choix, essayer de faire d'autres choix pour échapper à ce destin et à toutes ces morts qui vont se succéder. Mais quel que soit le choix qu'il fait, le choix de la violence, le choix de la fuite, le choix de la paix, ça va toujours finir au même. Et c'est un petit peu ce qu'a voulu nous expliquer Isayama. Eren qui essaye depuis le début d'être une personne libre. La liberté au début est symbolisée par être libre en dehors des murs, puis par la liberté de choix quand on voit qu'il va directement s'allier à Zeke pour déclencher le grand terrassement. Et en fait, on voit directement d'une manière beaucoup plus large que quel que soit le choix que va faire Eren, au final, il n'est pas libre puisque le destin va le rattraper et que la finalité sera toujours la même. Eren va mourir. L'intégralité des personnes qui étaient là dans le train, que ce soit Connie, que ce soit Jean, que ce soit Sacha, ils vont tous mourir et la seule survivante sera Mikasa. Donc je pense que ce qu'a voulu nous présenter l'auteur, c'est pas de savoir si c'est une réalité ou si c'est un rêve. Tout ce qu'a pu voir Mikasa suite à ses maux de tête, c'est pas ça qui est vraiment important. Ce qui est important de savoir, c'est que quel que soit le choix d'Eren, la finalité sera la même. Donc je pense que l'auteur ne va pas davantage s'étendre sur des mondes parallèles ou sur l'explication de ceci, puisque en fait, ce qu'il veut nous expliquer, c'est que quel que soit le monde parallèle, quelle que soit l'option choisie, aujourd'hui, ce qui va un petit peu peser sur l'histoire, c'est le déterminisme, c'est la réalité, c'est le destin qui va tomber directement sur Eren, même s'il est le possesseur du titan originel. Pour la suite du chapitre, Eren, ça reste qu'une des trois problématiques de cette histoire, puisqu'il va en rester deux. Il va rester le personnage d'Ymir et également le personnage du symbiote. Et même si Mikasa a réussi aujourd'hui à tuer Eren directement dans ce chapitre 138 en lui tranchant la gorge, on ne sait pas ce qui va advenir d'Ymir et ce qui va advenir notamment du symbiote. Pour boucler son histoire, j'imagine amplement que Isayama va sortir les titans de son histoire, donc que Ymir va peut-être faire le choix directement de contrôler le symbiote pour se suicider, elle et le symbiote, suite à la conclusion qu'elle aurait voulu entre Mikasa et entre Eren, puisque Mikasa, après avoir tué Eren, elle va finalement l'embrasser. Peut-être que c'est une scène qui va contenter Ymir parmi toutes les fins possibles que Eren pouvait déclencher avec le pouvoir de son titan assaillant, c'est-à-dire en se transmettant directement des souvenirs dans le passé. Et peut-être que comme cette fin-là va directement lui plaire, elle va mettre fin à son existence et à l'existence du titan symbiote et par la même occasion à tous les titans, ce qui amènerait fatalement à la mort d'Annie, Reiner et de tous ceux qui ont été transformés en titans comme Jean, Connie ou Gabi. Je pense que ça peut être une des possibilités pour traiter la fin de l'œuvre. Et ensuite, il nous resterait quelques pages pour parler peut-être de l'enfant d'Historia et de cette mythique dernière case qui a été dessinée il y a plus de 2 ans, où on voit une personne tenir un bébé et lui dire « tu es libre maintenant ». Peut-être que c'est une métaphore pour dire « tu es libre maintenant, tu n'es plus un Eldien contaminé par les titans, tu n'es plus un Eldien qui doit obéir à l'Axe, qui doit obéir à un destin tragique, qui doit obéir à une boucle temporelle qui a été définie depuis 2000 ans avec la rencontre entre Ymir et le symbiote jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que c'est une manière juste de dire que tu vas pouvoir directement faire ta vie, que tu n'auras plus la menace d'être transformé en titan ou de revenir directement en titan shifter. Les habitants de l'île du paradis ne pouvant être ni morts ni vivants puisqu'ils peuvent se transformer en titan puis redevenir directement humains s'ils mangent un titan shifter. Et c'est peut-être la fin de cette boucle-là par ce destin écrasant du peuple eldien qui va nous amener à une ouverture et à une vraie liberté, une liberté où cet enfant-là pourrait directement choisir son destin et directement choisir sa suite sans Eren qui viendrait parasiter par l'axe le destin de ses habitants assez particuliers. Donc voilà un petit peu aujourd'hui ma vidéo pour conclure sur le fait est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est une réalité, les éléments qui nous sont présentés directement dans ce chapitre 138. Je pense que la question va bien au-delà de ça. J'ai essayé de l'expliquer de manière assez claire et lucide dans cette vidéo. En ce qui concerne le traitement des morts et des vivants de la fin de cette œuvre, je ferai une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu du sort qu'on a entre Connie, Jean, Reiner, Annie et Gabi. Voilà pour cette vidéo les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse de Shingeki no Kyoji ou peut-être d'autres choses. Allez, ciao les gars.